Eh bien, bonjour à tous. Nous vous remercions d'être avec nous pour cette table ronde qui va être ouverte par Marianne Monchamp, donc la présidente de la CNSA, ancienne ministre, mais on lui donnera la parole dans quelques instants. En un mot, l'Institut Chiffres et Citoyenneté est un think tank de citoyens qui prend une réflexion, qui porte une réflexion sur les sujets de société. Évidemment, la dépendance ou l'autonomie en fait partie, le grand âge en fait partie, bien sûr, les politiques du grand âge en font partie. Et François Gégère, cofondateur de l'Institut avec moi, va vous en parler. Juste un petit mot pour préciser que notre think tank, bien entendu, comme je l'ai dit, est représentatif des citoyens, c'est-à-dire que nous, comme on dit rapidement, nous ne roulons pour personne. Nous ne sommes affiliés à aucun parti politique, par exemple, et nous avons une pensée libre. Je passe tout de suite la parole à François Gégère. La vocation du think tank est de jeter un pont entre l'expertise économique et sociale qui souvent se nourrit de beaucoup de chiffres et la réflexion citoyenne. Les chiffres qui sont jetés souvent à la pâture glissent souvent comme l'eau de l'orage sur de la terre sèche et nous essayons de leur donner du sens. La dépendance est un des sujets pour lesquels, dès le début de notre think tank, nous avons commencé à réfléchir et déjà un pré-rapport est disponible sur notre site internet. Merci François. Donc Marianne Monchamp, encore une fois, merci d'être avec nous. Et nous vous remercions de bien vouloir ouvrir donc cette table ronde qui va suivre. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, cher Olivier Peraldi et François Gégère, de m'accueillir chez Chiffres et Citoyenneté, le think tank qui fait parler les chiffres et qui répond aux citoyens qui s'interrogent à propos des chiffres, mais pas seulement à propos des chiffres. Et donc, je suis évidemment très heureuse d'être des vôtres et d'avoir cet échange, d'autant plus que le sujet auquel vous m'invitez à apporter ma contribution aujourd'hui, c'est un sujet qui occupe un peu de mon temps en ce moment, puisque vous l'avez dit, j'ai le grand honneur de présider le conseil de la 5e branche. Avant, on disait de la CNSA, maintenant on dit de la 5e branche, puisque par magie, le 1er janvier dernier, la 5e branche est advenue, tirée en quelque sorte par toute l'expérience de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Alors, j'enlève mon masque. Michel Taube, alors, je suis le fondateur d'Opinion Internationale et du directeur des partenariats de l'IDP, l'Institut de droit pratique. Et je remercie l'Institut Chiffres et Citoyenneté de m'avoir proposé d'animer ce débat. Juste avant de vous poser une question, Madame Monchamp, juste un point. La meilleure définition de la démocratie que j'ai pu trouver, c'est tout simplement la loi du nombre. Et le nombre et les nombres, il faut les connaître. Et je pense que l'Institut Chiffres et Citoyenneté apporte de l'art et de la compréhension sur les enjeux de nombre qui travaillent notre pays et nos sociétés. Et je pense que vous êtes tout simplement utile. Alors, Madame Monchamp, effectivement, nous débattons un moment très, très particulier. Quels sont, selon vous, les principaux enjeux qui se posent pour que justement cette 5e branche de la sécurité sociale naisse pleinement et aboutisse pleinement à une prise en compte absolument améliorée alors j'allais dire de la dépendance, pardon, de l'autonomie, bien entendu, pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées. Alors, si vous me permettez, il y a les enjeux et il y a les conditions. Les enjeux, c'est d'accepter de prendre en compte la société de la longévité et de le faire assez vite parce que le vieillissement, l'avancée en âge de la société pour notre pays, mais aussi pour tout l'hémisphère nord, globalement et au-delà, n'attend pas. C'est un peu comme la question du réchauffement climatique, cette affaire-là. Et donc, pendant que peut-être il nous arrive de temps en temps de regarder ailleurs ou de regarder mollement le sujet prospère et inéluctablement, il impacte les équilibres de notre société,
les équilibres sociétaux, le rapport des jeunes et des vieux, les équilibres évidemment économiques à travers notre capacité à produire, parce qu'il est sûr que quand la masse de ceux qui ne sont plus actifs est supérieure à celle de ceux qui sont actifs, il faut se poser la question de la soutenabilité du modèle, comme on dit, et puis bien entendu, c'est les conséquences de la société de la longévité, je vais y arriver, eh bien c'est tout simplement une évolution des équilibres de la protection sociale. Ce sont ça les enjeux. Alors ensuite, les conditions. Les conditions, c'est de s'organiser. Alors, le législateur qui, le 1er janvier 2021, a permis que la 5e branche vienne compléter le paysage de la protection sociale, a eu une très belle intuition. Si on veut, on peut regarder dans la cuisine comment est arrivée cette intuition et comment la branche s'est fabriquée. On est parfois toujours un peu étonné de la manière dont les grandes avancées adviennent. Oui. Mais ne regardons pas les détails, ne regardons que l'horizon. Et l'horizon, c'est effectivement que cette branche, elle existe et que un départ, un début de dotation, d'organisation, de structuration a vu le jour en même temps que la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2021 et la loi du 7 août 2020 qui crée l'impulsion de création de la branche. Mais évidemment, le travail n'est pas terminé. Mais en protection sociale, qui s'étonnera que le lendemain matin, les institutions de la protection sociale ne soient pas à maturité? Personne. Quand au lendemain de la guerre, les fondateurs ont décidé de cette avancée prodigieuse qui est tout simplement la naissance de la sécurité sociale, j'imagine que ce qu'ils avaient en tête ressemblait pour les principes à ce que nous connaissons aujourd'hui, mais pas dans le détail. Et nous avons, au fil du temps, au fil des décennies, au fil des crises, souvent au fil des crises, transformer notre système de protection sociale. Au fond, il faut rester à la tâche, ne rien lâcher, comme on dit, continuer de regarder loin et de penser solide. Et je pense qu'on pourra peut-être en 2030, premier grand rendez-vous du choc du vieillissement, se dire que nous avons fait œuvre utile. D'ailleurs, vous parlez des conditions. Si ces conditions sont effectivement réunies dans les années qui viennent, on pourra peut-être dire que finalement, et ça c'est l'éditorialiste qui parle, la grande réforme du quinquennat Macron n'aura peut-être pas été celle dont tout le monde a parlé et qui a fait descendre dans les rues de France des centaines de milliers de citoyens. Évidemment, je pense à la retraite, mais peut-être justement plutôt cette décision de créer une branche autonomie qui concerne effectivement des enjeux extrêmement profonds pour notre société. Mais c'est pas là-dessus. Enfin, si vous voulez réagir, vous pouvez entièrement, mais c'est pas là-dessus que je voulais. Je peux réagir. Allez-y alors, allez-y. Non, mais je dis ça en riant. Il faut pas trop je dis brancher sur le sujet parce que il y a eu toute une espèce de match, vous savez, pendant une partie de la période récente. Qui passera le premier? Les retraites, l'autonomie, qu'on appelait encore trop souvent la dépendance. Et très honnêtement, le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye avait fabriqué, au fond, un texte qui tenait la corde et qui pouvait laisser penser qu'il aurait la priorité. Nos compatriotes, bien sûr que non, elle n'est pas finie, et je pense qu'il peut être utile également, quand on évoque la question des équilibres de la protection sociale, de continuer à se pencher sur la question de la retraite. Cette parenthèse étant fermée, nos concitoyens en ont décidé un peu autrement, parce qu'ils se sont un peu inquiétés d'une transformation du modèle de protection sociale. C'est dire que quand on touche à la protection sociale, on est bien avisé de le faire après beaucoup d'écoute, beaucoup de discernement, et que les meilleures réformes ne sont pas forcément celles qui se fabriquent dans les haute sphère de notre administration. Mais je ferme la parenthèse. Voilà. Alors moi, j'ai une dernière question à vous poser. Ça concerne l'impact de la crise du Covid quand même sur votre travail à la tête de la CNSA et justement de votre vision des mois et des années à venir. Est-ce que cette crise finalement vous a amené à réinterroger votre réflexion stratégique sur les enjeux de cette branche autonomie? Définitivement oui, et je pense que c'est ce qui a même poussé le législateur, celui d'août 2020, quand il s'est agi d'apurer la dette sociale et de transférer la dette sociale qui s'était accrue du fait de Covid à la caisse d'amortissement de la dette sociale. On pourrait parler chiffres, pour 136 milliards d'euros, si mes souvenirs sont bons. C'est à cette occasion-là qu'effectivement, le premier impact de la crise a
pousser en quelque sorte le législateur à se dire nous allons profiter des circonstances, on va dire ça comme ça, par une espèce de swap au fond, pour récupérer pour la question de l'autonomie 0,15 points de CSG. Des chiffres, mais malgré tout un projet de société. Parce que ce que Covid a montré, c'est que quand on était très âgé, ou quand on était en situation de handicap et qu'on n'était pas du tout autonome, on prenait de plein fouet les aléas pandémiques, mais n'en doutons pas les aléas climatiques. C'est comme ça que l'histoire a commencé. C'est par une crise, par une canicule, que la société a commencé à s'organiser avec la création de la CNSA, de la journée de solidarité. Il y a prescription, mais enfin, certains y étaient déjà, certains s'en souviennent, et qui aujourd'hui nous conduisent à dire que parmi les grandes préoccupations sociétales et les grands enjeux pour faire face aux risques contemporains, il y a, oui, la question du climat, et à l'instar de cette question qui doit mobiliser la société tout entière, de façon transversale, de façon cohérente, coordonnée et pilotée, eh bien, il faut que cette préoccupation de la vie autonome de nos concitoyens, âgés, en situation de handicap, mais aussi, pourquoi pas demain, jeunes, la question de l'autonomie pour les jeunes, ça a un sens, viennent en quelque sorte innerver notre grand dessein de la protection sociale. Et si on y arrive, on pourra dire qu'on a été fidèle aux fondateurs et qu'on a fait évoluer la réponse en protection sociale pour tous. Effectivement, les crises sont de vrais accélérateurs de prise de conscience et parfois aussi de décisions salutaires pour pouvoir bien avancer. Madame la Présidente, Madame la Ministre, merci. Alors, voilà, Olivier Peraldi, vous voulez peut-être... On va vous remercier une dernière fois à nouveau pour votre propos qui ouvre effectivement. Moi, je vais souligner juste une phrase. Vous dites qu'en fait, en matière de protection sociale, il faut savoir entendre les citoyens. Ça tombe très bien, parce que pour nous, on veut bien prendre la parole. Et quand je dis nous, c'est un nous très collectif, vous vous en doutez bien. C'est pas seulement ceux qui sont là aujourd'hui, mais bien au-delà. Protection sociale, oui, bien sûr, citoyenneté, évidemment, puisqu'on voit tous les impacts que ça peut avoir. Méthode et conditions. On va parler maintenant avec nos invités, gouvernance et financement. Je crois que tout ça est très lié. Merci beaucoup. Décisif. Merci à vous. Merci, Madame la Ministre. Alors, merci à vous et je vais en profiter pour inviter les intervenants de ce débat. Nadia Frontini, Marc Bourquin, Pierre Mayer et le professeur Gilles Berru. Merci de nous rejoindre. N'oubliez pas vos verres, si vous avez soif. Ou sinon, on va apporter des verres pour Madame Frontini et Monsieur Mayer. Alors, effectivement, comme l'a dit Olivier Peraldi, notre débat va porter sur deux moments. L'un sur les enjeux de gouvernance de cette nouvelle branche autonomie, et ensuite on parlera des enjeux de financement. Alors d'abord, pour vous présenter, honneur aux dames, bien entendu, Nadia Frontini, merci d'être avec nous. Vous êtes une experte en silver economy, ancienne maire adjointe de la ville de Colombes et administratrice pendant 10 ans, je crois, plus de 10 ans, d'un CCAS, Centre communal d'action sociale. Nous parlerons tout à l'heure du rôle des organismes de terrain qui permettent de suivre de près les personnes en perte d'autonomie. Alors je tiens à souligner aussi, vous avez été, et je tiens à le saluer parce que en France, la journée de la femme ne dure qu'une journée, c'est le 8 mars, mais dans de nombreux pays, elle dure une semaine. Donc la semaine de la femme vient de se terminer et vous avez été parmi les 100 premières femmes polytechniciennes, et c'est très bien. Et vous êtes ingénieur. Voilà, c'est surtout ça ce qu'il faut retenir. Voilà. Être ingénieur dans un monde... Pourquoi il faut retenir surtout ça? On voit bien qu'on est dans une énorme transformation d'un système de protection sociale et que le savoir-faire d'ingénieur est plus que jamais nécessaire en complément, bien entendu, de compétences économistes, sanitaires, sociales, médico-sociales, et j'en passe. Voilà. Tout à fait. Merci. Professeur Gilles Berru, vous êtes, alors j'ai envie de dire un grand gériatre, oui, parce que vous avez été le président de la Société française de gériatrie. Vous êtes professeur de médecine gériatrique à l'Université de Nantes, et vous êtes aussi le fondateur du Gérontopole des Pays de Loire, des Pays de la Loire.
Merci d'être avec nous et vous êtes là aussi un acteur de terrain et on va parler avec vous et tous des enjeux de dépendance. Marc Bourquin, vous êtes le directeur de la stratégie de la Fédération hospitalière de France. Vous avez été conseiller ministériel et ancien directeur de l'autonomie à l'ARS Île-de-France. Et enfin, et on va commencer avec vous, Pierre Mayer, vous êtes le directeur de l'OCIRP. Alors, l'OCIRP, non compliqué, c'est-à-dire quoi exactement l'OCIRP? Organisme commun aux institutions de rente et de prévoyance. D'accord. C'est une union d'institutions de prévoyance. Parfait. Vous avez aussi été conseiller ministériel et l'ancien directeur de la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Alors, je commence avec vous, mais la question, je la pose à tous les quatre. Déjà, au mot introductif de Madame Monchamp, de la présidente de la CNSA, qui évoquait effectivement un petit peu les enjeux de gouvernance. Mais avant même de parler de gouvernance, où en sommes-nous exactement dans cette courte histoire de la mise en place de cette cinquième branche autonomie? Alors, la cinquième branche, ça fait largement 30 ans qu'on en parle. Il y a 20 ans, il y a une loi qui a créé l'allocation personnalisée d'autonomie en France. D'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage à la ministre qui l'a portée et qui nous a quittés récemment, qui est Paulette Guinchard. Oui. Donc, création de l'allocation personnalisée d'autonomie en 2001, qui a commencé à apporter des réponses très, très solides par rapport à la prise en charge, notamment à domicile. Ensuite, on sait, et Marianne Monchamp l'a très bien expliqué, qu'il y a des crises qui ont précipité des décisions. Crise de la canicule en 2003, où tout d'un coup, il y a un éclairage qui est effectivement posé sur la situation des EHPAD, et derrière, création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avec déjà, on parle d'une cinquième branche de la protection sociale. C'est une expression qui est employée par le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Ensuite, on a eu 2 quinquennats où il y a eu une annonce du cinquième risque, quinquennat de Nicolas Sarkozy 2007, et puis finalement crise de 2008-2009 qui met fin effectivement aux espoirs qui avaient été suscités. Quinquennat de François Hollande 2012, avec là aussi des annonces qui finalement, il y a seulement la moitié du chemin qui est accompli à travers la loi d'adaptation de la société au vieillissement, qui date de fin 2015, qui est une loi importante, qui est une loi qui parle de la prévention, mais qui n'apporte pas de réponse par rapport au cinquième risque. Et puis finalement, dans le programme du candidat devenu président de la République, on ne parlait pas du cinquième risque. Et c'est en 2018, en juin 2018, au congrès de la mutualité française, que le président de la République a annoncé ce cinquième risque à la suite, là aussi, d'une crise qui était une crise dont on a déjà oublié parce que, évidemment, l'actualité, la crise sanitaire a un peu emporté tout cela. Il y avait eu des mouvements sociaux, des crises, une crise au niveau des EHPAD. Donc, annonce de ce cinquième risque, annonce effectivement d'une loi qui, selon le Premier ministre Édouard Philippe, allait représenter ou va représenter ou représentera le marqueur social du quinquennat. Et là, on est dans une situation où finalement, la cinquième branche a été créée, je dirais de manière formelle. C'est un acte qui en soi a déjà de la valeur et du sens. Mais derrière, évidemment, toutes les questions sont posées, restent posées sur la gouvernance et le financement. Exactement. Et la gouvernance et le financement, on annonçait une grande loi. On voit bien que le calendrier étant ce qu'il est, la crise sanitaire ayant duré beaucoup plus longtemps que prévu, il va être difficile de faire adopter une loi d'ici 2022. Alors, c'est les conditions dont parlait tout à l'heure Madame Monchamp, mais avant de venir à la gouvernance, pour tous les quatre, et je vous remercie d'être ponctuel, quand même une question un peu peut-être paradoxale. Est-ce logique d'avoir créé une cinquième branche de la sécurité sociale sur une question qui est celle de l'autonomie, qui finalement ne concerne pas l'activité professionnelle, puisque la branche de la sécurité sociale, c'est par rapport surtout au travail qu'elle se pose. Et là, on crée une cinquième branche de la sécurité sociale qui concerne plus finalement des questions de famille, des questions de vie, avec notamment le handicap. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ou c'est moi qui pose une question trop candide
Allez-y, monsieur Allez, Bourquin. alors, écoutez, non, c'est pas une question trop candide. Mais enfin, moi, je défendrai l'idée que c'est une bonne idée de créer la 5e branche. Pourquoi ? Parce que ce qu'on peut appeler le risque autonomie réfère ou renvoie à l'ensemble des autres risques sans y être réductible. C'est-à-dire que la perte d'autonomie, le risque autonomie, le besoin d'accompagnement, il relève des sujets famille, parce que les aidants sont là, parce que les questions de grand âge ou de handicap renvoient aux questions familiales, mais ne se réduisent pas aux questions familiales. Ils renvoient aux questions de santé, parce qu'il y a des besoins en soins qui sont très importants. Il renvoie aux questions évidemment, de vieillissement, de longévité. Mais ils ne se réduisent pas à chacun de ces... Enfin, vous voyez, cette branche autonomie, elle a des racines et des liens avec l'ensemble des autres branches de protection sociale, sans y être réductible. C'est pour ça qu'il fallait créer une branche distincte. Ça, je pense que c'est un acte fondateur. Pour moi, c'est un acte fondateur. On a créé une coquille qui est la 5e branche. Maintenant, il va falloir alimenter la coquille. Vous voulez compléter avant qu'on passe à la question de gouvernance ? On peut le dire avec d'autres mots. C'est que vous rapportiez la sécurité sociale au travail, qui n'avait pas du tout envisagé le chômage, parce qu'on était en plein emploi au moment. Donc finalement, la relation au travail est ambiguë. C'est une relation au travail dans une période de plein emploi. Oui. On pourrait dire que c'est plutôt les risques de la vie. Et dans les risques de la vie, je pense que l'espérance de vie des personnes en situation de handicap n'a plus aucune commune mesure avec ce qui pouvait y être après la Seconde Guerre mondiale. Et deuxièmement, la longévité, alors on pourrait s'expliquer sur ce terme-là, mais a changé la donne également, c'est-à-dire un allongement de la vie plutôt autonome. Hein. Et donc, il faudrait tout simplement concevoir que peut-être que l'appartenance de la société par le travail est en train de s'effacer et que c'est un enjeu d'inclusion sociale et que le fait d'être sans travail représente aussi un mode d'appartenance à la société qui est reconnu à travers l'autonomie. Il faut savoir aussi que l'autonomie est aussi un concept qui n'a pas grand-chose à voir avec celui qu'on utilise quand on parle de ce 5e risque. L'autonomie restant évidemment la capacité de pouvoir vivre selon ce que l'on veut, auto soi-même, nomos la loi, c'est Aristote, entre autres, et c'est peut-être dévoyer une partie du sens de l'autonomie que de le rapporter comme un inverse de la dépendance. Nadia Fontini, vous voulez compléter en deux oui, mots ? je viens compléter avec un autre angle de vue, qui est que la 5e branche étant créée, elle ne couvre pas tous les besoins de l'autonomie, bien au contraire, enfin pas bien au contraire, elle ne touche pas l'ensemble des besoins de l'autonomie, et on le voit dès lors qu'on s'investit dans sa ville ou dans les collectivités locales, on s'aperçoit bien entendu que la proximité, l'aide informelle, l'aide familiale, l'aide du voisinage, elle est clé. Bon, alors après, ça se structure, ça s'organise, et je pense qu'on en parlera un peu après, mais il est clair que les institutions, les pouvoirs publics, ça ne résume pas l'autonomie, il y a des problématiques de responsabilité personnelle aussi, qu'il faudra un moment mettre en évidence. Responsabilité citoyenne. Ce qui est une manière d'ailleurs d'entrer dans le débat sur la gouvernance, parce que la gouvernance, c'est une multiplicité d'acteurs qui sont très très difficiles à j'ai envie de dire, à mettre en symbiose et en musique, et notamment sur un point sur lequel je voudrais vous interroger, c'est la relation entre l'État et les départements, parce que évidemment la branche autonomie, l'APA et tous les autres services sont souvent pris en charge, financés, on en parlera après, par les départements. Alors comment se dessinent, dans le cadre de cette nouvelle branche qui démarre, les enjeux de gouvernance entre l'État et notamment les ARS, mais pas uniquement, et les départements. Monsieur Bourquin, si vous voulez. Alors, il y a des hommes politiques qui ont dit gouverner, c'est choisir. À un moment donné, il faudra que les pouvoirs publics fassent un choix dans ce domaine-là. Et je pense que l'une des raisons pour laquelle
cette grande loi grand âge autonomie n'a pas été mise sur la table. Il y a évidemment des sujets financiers, on y reviendra, Oui. mais il y a aussi le fait qu'à un moment donné, il faut aussi faire un choix en termes de gouvernance. Et là, clairement, il y a plusieurs modèles possibles. Alors, moi, je représente, même si j'ai évidemment ma liberté de parole, mais je représente aussi la Fédération hospitalière de France, c'est-à-dire les établissements publics sanitaires et médico-sociaux. Hein, et c'est vrai que clairement, nous pensons que l'idée de décentraliser le secteur médico-social n'est pas une idée que nous retenons, en tout cas pas comme telle. Même si parfois aujourd'hui, la décentralisation est considérée comme une solution. Et moi, je pense qu'il y a un vrai débat là-dessus. Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas une solution, que c'est absurde d'envisager de décentraliser. Simplement, la position que nous avons, c'est de dire que pour ce qui concerne le secteur médico-social, c'est-à-dire les structures pour personnes âgées, EHPAD, services infirmiers à domicile notamment, l'importance des liens entre le... C'est pour ça que je disais, on ne peut pas penser l'autonomie sans les autres branches de la sécurité sociale. L'importance des liens avec le champ sanitaire, qu'il s'agisse de la ville ou de l'hôpital, d'une part. Et deuxièmement, la question majeure de l'équité dans l'allocation de ressources nous semble qualifier les agences régionales de santé pour rester les financeurs. En même temps, l'autonomie, ce n'est pas que le sanitaire, c'est aussi l'accompagnement des personnes, c'est le rôle des familles, et c'est quand même des approches territoriales très... Mais alors, parce qu'il faut juste quand même que vous me laissiez un tout petit peu finir, je n'ai pas pour longtemps, ça ne sera pas long. Il ne s'agit absolument pas de dire, mon propos est absolument pas de dire que les collectivités territoriales, notamment les communes, les communautés de communes et les départements, n'ont pas un rôle important. Nous, ce que nous prenons, c'est que cette espèce de back-office qui est la tarification, l'autorisation des établissements, reste dans les mains de l'instance qui est en charge de la santé. Par contre, pour définir les besoins et pour organiser l'accompagnement sur le territoire, et vous avez parfaitement raison, ça ne se réduit pas à ça, là, ce que nous prenons, c'est une programmation conjointe de l'État et des collectivités territoriales. Conjointe, ça veut dire co-signer. Pas que chacun fasse son document dans son coin, ça veut dire vraiment quelque chose qui associe les deux acteurs. Donc vous saluez plutôt cette gouvernance nouvelle par en fait, cette branche de la sécurité sociale, c'est une manière pour l'État quand même s'il n'est pas seul, de prendre, j'ai envie de dire, il prend ses responsabilités. Monsieur Mayer, une question, alors vous pouvez toujours rebondir, mais vous avez été conseiller social d'un Premier ministre. D'un point de vue très très politique, est-ce que finalement il n'y a pas trop d'acteurs pour assurer une gouvernance aussi complexe de l'autonomie? Si vous posez la question comme ça, c'est que vous avez envie que je vous réponde oui. J'ai envie que vous répondiez surtout ce que vous voulez répondre. Moi, je crois que par rapport à ce sujet de gouvernance, on voit bien qu'on a fait un choix il y a 20 ans, qui a été de confier au département cette compétence en matière effectivement de gérontologie, de la politique en matière de gérontologie est clairement donnée au département. Après, dans l'expression même 5e risque et dans le fait d'avoir créé un 5e risque de sécurité sociale, il y a évidemment une promesse qui est une promesse d'une plus grande universalité, d'une plus grande égalité des prestations auxquelles ont accès nos concitoyens sur l'ensemble du territoire. Bon. Et je crois qu'on est dans cette tension. Alors, je ne sais pas si on peut y répondre de manière simple, très sincèrement. C'est pour ça que le sujet est compliqué. Il y a une tension entre, d'un côté, je souhaite une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire, et puis en même temps, je souhaite une proximité, je souhaite une prise en compte des situations de proximité, je souhaite une prise en compte des territoires, et on voit bien que la réponse, elle n'est pas la même. Elle est forcément pas la même. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut prêter attention, faire attention quand même, parce que j'ai entendu ce qu'a dit Marc Bourquin sur le rôle qu'il pourrait donner aux ARS. C'est un rôle qui est évidemment très légitime, mais il faut faire attention à ce qu'effectivement l'autonomie, les politiques d'autonomie ne se diluent pas sur les questions de santé, ou soient vues uniquement à travers le prisme santé. C'est quand même un de nos problèmes en France, effectivement, de voir
peut-être parfois les politiques de l'autonomie uniquement à travers le prisme santé. Professeur Gilles Berru, quel est votre point de vue? Alors vous, C'est une vraie bouteille à l'encre, cette affaire-là. On a ce que j'ai appelé dans un éditorial le bicéphalisme du médico-social. Et on a vu évidemment les difficultés que ça pouvait engendrer lorsqu'il faut conduire une situation de crise. On aime mieux, en cas de guerre, avoir un seul général qu'un état-major qui discute. Mais les choses sont peut-être difficiles, en fait, en pratique. Je voudrais rappeler que la loi HPST qui a créé les ARS partait du rapport Balladur qui indiquait la disparition des départements, puisqu'il y avait des conseils régionaux qui étaient élus au niveau des cantons. Et donc, l'ARS, en fait, dans ses fondements, n'a pas intégré les départements. Et on a recoller les morceaux de manière maladroite en donnant des prérogatives pratiquement identiques sur les médico-sociales et son financement à l'ARS et au département. Donc, soit on finit par donner tout à l'un, soit on essaye de retravailler la complémentarité des deux. Après avoir assez longtemps souhaité qu'il y ait un seul chef à bord et plutôt l'ARS, mais étant hospitalier, peut-être que j'avais une tendance. Mais aujourd'hui, en fait, je suis plus réservé là-dessus. Je pense que considérer qu'on va faire disparaître les départements ou supprimer la branche vieillesse des départements, c'est complètement illusoire et inefficace. Je pense par contre qu'il faut qu'on soit beaucoup plus complémentaires dans les missions. C'est-à-dire que, et là je viendrai d'une réalité clinique qu'il ne faut pas oublier. Les EHPAD qui ont été créés à l'époque de Martine Aubry avec Brunetière tendaient à faire que les gens les plus dépendants y soient pour avoir un modèle économique. 10 ans après, espérance de vie allongée des patients Alzheimer, augmentation du nombre des patients ayant des troubles cognitifs. Si je prends les fonctions exécutives, qui n'est pas l'Alzheimer, qui sont les fonctions cognitives au sens large, vous avez 85% des résidents d'EHPAD qui ont des troubles cognitifs. Donc dire que c'est des lieux de vie où on va faire que du social est illusoire. Donc ça, c'est une première réalité. Deuxièmement, en même temps, il n'y a pas que les EHPAD, il y a aussi le domicile. Le deuxièmement, là. Ouais. Deuxièmement, alors, très rapidement, parce que... Oui, d'accord, mais j'essaye de vous répondre, voilà. Mais je suis sûr que... Voilà. Deuxièmement, on a un autre courant. Vous avez rappelé très justement l'historique avec la naissance de la CNSA, le lundi de Pentecôte, des moyens nouveaux pour les territoires, et finalement l'émergence de soins à domicile beaucoup plus forts qu'avant. Et aujourd'hui, on est sur l'expérimentation, ce qu'on appelle les DIVADOM, qui sont les EHPAD à domicile. Et donc, vous avez en même temps un côté médico-social de personnes pour lequel le sanitaire est prégnant et n'a pas été suffisamment pris en compte par les départements, entre autres. Et d'un autre côté, vous avez une ville qui est en train d'émerger comme une vraie capacité à prendre en charge. Il ne faut pas oublier que 46% des GIR2, donc quand même dépendants, sont à domicile. Donc, ce n'est plus parce qu'on est dépendant qu'on est en établissement, mais parce qu'on a des troubles cognitifs qui font une désinsertion sociale de proximité qui explique l'entrée en EHPAD. Et donc, il faut tenir les deux en étant complémentaires. Je me tais. Alors, Madame Frontini, rapidement. Je vais compléter sous l'angle collectivité locale, parce que là, le débat est extrêmement simplifié. On parle d'ARS, on parle de département, mais la vraie vie, ce que voit le citoyen, et j'en veux pour preuve l'abstention pendant les élections départementales, qui est énorme, hein, c'est l'élection la plus auquel le citoyen s'abstient le plus, à près de 50%. En fait, la vraie vie, c'est que le citoyen connaît son maire, connaît sa municipalité. C'est à peu près que le clic, c'est aussi avec le département éventuellement, c'est-à-dire quand ça va vraiment mal, c'est peut-être le département. Mais n'oubliez pas les territoires. J'ai été conseillère territoriale pendant 4 ans. C'est le territoire maintenant qui est en charge du social et plus la municipalité. Donc et n'oubliez pas également que quand on veut ouvrir une maison de santé, bien souvent on frappe à la porte du conseil régional. Donc quand vous parlez de négociation, de contrat, de territoire, on est vraiment dans une complexité colossale par rapport à l'individu en perte d'autonomie, aidé par des aidants qui font ce qu'ils peuvent, parce qu'ils sont toujours en activité. Et vraiment, là, on peut se dire, s'il y a une 5e branche, par pitié, qu'elle simplifie, qu'elle donne de la perspective et qu'elle soit tournée vers
les personnes qui ont besoin de soutien et puis les aidants à ses côtés. Alors, on va voir ce que nous en dit Nathalie Pontas, qui est la directrice générale adjointe de la solidarité dans le département de la Sarthe. Une petite vidéo sur son point de vue sur les enjeux de gouvernance de cette nouvelle branche autonomie. Le fait que la CNSA gère la 5e branche, c'est quand même un sujet de transformation assez important. Aujourd'hui, on était très en lien avec la CNSA et très accompagné par la CNSA sur toutes les politiques d'autonomie. Au départ, on actualisait avec les départements. Alors la CNSA est assez habituée à ce genre d'exercice, puisqu'on a des conventions avec eux depuis très très longtemps. Petit aparté, la dernière convention MDPH département CNSA, très orientée MDPH, prenant peu en compte, du moins dans son écriture, le grand âge, ça m'a quand même un peu posé question. Et les modes de négociation n'ont pas été du tout celles qu'on connaissait habituellement avec la CNSA. Voir quand même les départements, donc les 5 présidents de département, dont je rappelle qu'ils sont quand même de formations politiques différentes, se sont entendus pour estimer que les EHPAD sont des outils d'aménagement du territoire au service de leur population. Et ces présidents de département, bien avant d'ailleurs d'avoir la création de la 5e branche, posée, j'ai envie de dire, par les textes, globalement, ont tous dit qu'ils souhaitaient récupérer cette compétence. Donc, ça veut dire de gérer complètement les EHPAD. Alors, quand je dis complètement, c'est aussi leur investissement, leur modernisation, avec un souci pour les départements qui est de ne pas augmenter le reste à charge des personnes. C'est un vrai souci. D'abord, vous dire qu'on a des augmentations conséquentes, en fait, des dépenses APA, PCH sur les budgets départementaux. Les allocations individuelles de solidarité, de toute façon, représentent une part considérable des dépenses obligatoires des départements. Ça, c'est des études qui sont liées à la gouvernance, à la capacité pour les départements de pouvoir aussi faire entendre leur voix, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de consultations à tous les niveaux, mais les départements sont quand même peu consultés, sauf via l'ADF, qui ne représente qu'elle. On nous parle beaucoup des différences qui peuvent exister entre les départements, mais alors je peux vous dire qu'on a les mêmes différences dans les ARS. C'est-à-dire que les approches en fonction des ARS sont très très différentes, ainsi que c'est une des questions, c'est-à-dire comment on va pouvoir nouer un partenariat qui soit respectueux, j'ai envie de dire, des prérogatives des uns et des autres. Voilà. Donc, alors, excusez-nous pour la qualité vidéo. En revanche, ce qu'a dit Mme Pontas, c'était très franc du collier et très, du coup, utile au débat. Vous voulez peut-être réagir à ce qu'a dit Mme Pontas? Allez-y, Monsieur Bourquin. Écoutez, ça a le mérite de la clarté. Moi, cette clarté, je vais apporter un autre élément dans la discussion. D'abord, sur un point d'accord, sur l'extrême diversité dans les agences régionales de santé, d'autant plus qu'effectivement, il ne faut pas oublier, mais ça a été dit, les ARS ont été créés effectivement dans un contexte où on envisageait une évolution de la carte institutionnelle qui ne s'est pas réalisée, puisque dans le quinquennat précédent, constatant qu'il y avait beaucoup de communes en France et beaucoup de départements, on a décidé qu'il fallait fusionner les régions. Bon. Et effectivement, ça a entraîné des choses extrêmement fortes, des changements extrêmement forts au sein même de l'organisation des ARS. Et je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, les sièges des ARS sont trop loin du terrain. Donc, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on porte fortement, il faut déconcentrer fortement ces ARS. Après, il y a aussi des choses sur lesquelles moi je veux apporter un éclairage. Je pense que c'est les propos les représentants du conseil départemental de la Sarthe sont tout à fait légitimes, mais nous, on s'est posé la question au sein de la Fédération hospitalière de France, après tout, qu'en pensent nos adhérents? Donc on leur a posé la question. On leur a posé la question au mois de juillet. On a eu à peu près 500 réponses. On posait la question aux responsables de services infirmiers à domicile et d'EHPAD. Très honnêtement, l'immense majorité d'entre eux, s'ils doivent choisir, à 68%, ils disent « nous, on choisit l'ARS », tout en faisant des critiques. Et il y en a 5% qui disent « nous, on choisit le département ». Et à peu près 20% qui disent « il faut garder le statu quo ».
Voilà, ça c'est des éléments factuels. Aujourd'hui, les acteurs, et je crois que c'est pareil dans les autres statuts d'établissement, souhaitent pas cette décentralisation. Donc voilà, donc on est là pour alimenter le débat. Encore une fois, ils souhaitent pas cette décentralisation. Pour ce qui est de la relation, je dirais, sur la question du financement, sur la question, ce que j'appelais dans un terme, je m'en excuse, pas très français, le back-office. Mais pour la définition des besoins dans le territoire, là, on a besoin de mettre autour de la table les élus, les usagers, et ces élus, et là je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, pas que les élus départementaux, mais aussi les communautés de communes, les communes. Très concrètement, le schéma directeur santé de l'Île-de-France, la collecte des remontées des collectivités locales a été faite par le conseil régional et pas par l'ARS. L'ARS est inconnue au bataillon de ces motivations-là. Enfin, donc il y a vraiment entre tous les acteurs qu'on a dessinés là, il y en a nombreux, hein, entre l'État, donc avec la CNSA en tête de pont, les départements qui sont très cités, parce que là, pour le coup, chef de file du social, ça a été dit, redit, on parlait de la loi HPST, ça a été redit encore. La loi également sur l'adaptation de la société au vieillissement, qui en remet encore une couche côté département. Mais la réalité de la négociation, des relations, c'est quand même le conseil régional qui a associé les collectivités locales à la discussion du schéma directeur, dont le premier jet avait été fait par l'ARS. Et dans la vraie vie, c'est quand même parce que, en général, les territoires ont dit dans une délibération, on redonne notre mission d'organiser le social aux collectivités locales, quand même, il y a une assise locale de proximité qui a été faite. Et puis, vous n'avez pas cité tous les acteurs. Il y a aussi, encore une fois, les associations de famille, il y a tous les acteurs de terrain. Alors, ça, c'est non institutionnel. Oui, mais qui sont pourtant associés à cette cinquième branche et qui notamment pour la mise en place de parcours de vie vraiment adaptés aux situations des personnes, sont absolument indispensables. Monsieur Maillard, vous vouliez réagir à ce qu'a dit Mme Pontas. Il nous reste 5 minutes sur la gouvernance et j'aurai une dernière question d'ailleurs sur la gouvernance à vous poser. Je pense que la difficulté, on le voit bien, c'est qu'on a une situation qui est très hétérogène. On a parlé de l'hétérogénéité par rapport aux ARS, on a parlé de l'hétérogénéité entre les départements. Les départements eux-mêmes sont placés dans une situation foncièrement différente parce qu'entre un département urbain de l'Île-de-France et un département, je dirais, en zone plutôt rurale, on voit bien que les réponses peuvent être complètement différentes. Donc c'est cette complexité. Moi, ce que je crois, c'est qu'on peut évidemment veiller à des simplifications, et il faut toujours s'efforcer de simplifier les choses. Maintenant, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas très bien faire, et à laquelle il faut vraiment s'efforcer, c'est de travailler ensemble. C'est-à-dire d'arrêter de travailler en silo. Et on voit bien qu'on a un système aujourd'hui, on n'a plus les moyens de continuer à travailler en silo, hein. Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la santé de l'autonomie. Il faut vraiment essayer de veiller à ce que sur les territoires, il puisse y avoir des coordinations qui soient ingénieuses et fructueuses. Un dernier mot, parce qu'on va lancer la transition. Alors c'est intéressant que ce soit le conseil départemental de la Sarthe, parce que le Géronopole des Pays de la Loire, et la Sarthe en fait partie, oui, a une branche géographie sociale qui est importante, puisqu'on fait des conseils au territoire pour faire transition démographique, c'est-à-dire projection longévité à 10 ans. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a eu une mobilisation très forte des départements sur un établissement dans un territoire, qu'on a entendu là à l'instant, et qui est un maillon important. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Nadia Frontini, c'est il faut, et ce que vous avez dit en disant il faut être ensemble, c'est-à-dire qu'il y a une expression qu'on avait utilisée à l'époque de Martine Parville qui s'appelait le pacte territorial. C'est-à-dire qu'un territoire fasse son projet longévité et fasse le tour de table des acteurs qui sont départements, ARS, préfet de région pour certaines choses, conseil régional pour beaucoup de choses, et que le déploiement de ce projet-là né du territoire puisse trouver les acteurs en face. Et le deuxième point, c'est d'introduire dans la loi
l'obligation, à côté des diagnostics environnementaux dans la contractualisation des territoires avec la région, d'y mettre aussi un diagnostic longévité à 10 ans. Puisque n'oublions pas que la rupture démographique commence en 2027 et va augmenter de manière régulière jusqu'en 2050. Donc ce n'est pas maintenant que la question se pose, mais il faut qu'on mette l'architecture organisationnelle prête à l'aune de la fin du prochain quinquennat. Et comme le professeur Beru rappelle les dates, je voudrais rappeler les chiffres également. C'est-à-dire que globalement, l'aide à l'autonomie institutionnelle, c'est de l'ordre de 24 milliards d'euros. Enfin, ça avait été évalué à 24 milliards. Il y a quelques années. Il y a quelques années, Oui, ça a été on est évalué. proche de 30 là. Voilà. C'est-à-dire que quand on divise par le nombre de personnes en perte d'autonomie, c'est énorme. C'est-à-dire c'est l'ordre de 4 000, l'ordre de grandeur 4 000 euros par personne, ce qui n'a rien à voir avec la réalité du bien-être d'une personne accompagnée. Je rappelais également un chiffre, c'est que si Bernard Fragonard, en 2011, avait évalué à 10 milliards d'euros l'aide des aidants, en fait, la réalité, surtout si on valorise le temps des aidants, c'était minimum 42 milliards d'euros, et même il y a une étude qui montrait à 60 milliards d'euros. Donc on voit l'échelle qui est quand même colossale, c'est-à-dire qu'on peut vraiment dire, bon, les institutions pèsent le quart, en fait, et les 3/4, c'est l'extrême proximité qui est vue. Et c'est là où on se dit qu'il faudra peut-être redonner aussi le pouvoir, c'est donc j'appuie ce que vous dites, monsieur le professeur, vers la proximité. C'est-à-dire, c'est comme pas la proximité qui voit. Un AVC, c'est 9 000 par an. Un Alzheimer, c'est 14 000 par an. Le reste à charge moyen, euros par an. Et le reste à charge est de 1 200 euros. D'accord. Alors, ça nous donne une idée des chiffres, mais on va y revenir tout à l'heure en parlant de financement. Pour faire la transition, parce qu'il y a une question qui est autant sur la gouvernance que sur le financement, c'est d'avoir mis dans le même panier la question du handicap et du grand âge. Alors on va voir ce qu'en pense Olivier Colas, qui est l'ancien vice-président de la Caisse nationale d'allocation familiale, dirigeant de la CPME et un des membres actifs de l'Institut Chiffres et Citoyenneté. Nous avons travaillé déjà sur ce genre de réforme en 2011, puis en 2014. Ces réformes n'ont pas abouti pour une simple et bonne raison. C'est une raison qui est liée au financement. Le financement, on ne l'a pas trouvé, ou celui qu'on a trouvé était insuffisant, donc la réforme est passée à la trappe. Nous voilà maintenant au pied d'une nouvelle réforme. Peut-on réellement la financer ? Avec quels moyens? Est-ce qu'on a trouvé des moyens supplémentaires pour financer ces handicaps? Je rappelle que ces handicaps sont de formes différentes en fonction même du handicap, que ce soit un handicap de naissance, un handicap dû à un accident de la vie, du travail, de la route, etc., ou un handicap dû au grand âge. Ces trois handicaps ne sont pas traités de la même manière, ils ne sont pas financés de la même manière et ils n'ont pas les effets psychologiques de la même manière. Donc, peut-on regrouper ces handicaps en même temps? Peut-on les financer de la même manière? Je n'en suis pas sûr. J'aimerais comprendre quel est le nouveau financement qu'on peut apporter à cette nouvelle réforme afin qu'elle puisse aboutir et qu'on sorte de cette impasse. Effectivement, le débat sur le financement portait un peu en deux parties. Quelles sont les innovations qu'on peut imaginer en termes de financement par rapport aux montants astronomiques qui vont se poser? Mais déjà, j'ai envie de vous poser une question un petit peu presque caricaturale. Quand on dit une branche de la sécurité sociale, on parle tout de suite trou financier. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller déjà droit dans cette logique-là, notamment à cause de ce mur démographique face auquel on va être dans 7 ans, Qui veut commencer? Monsieur Mayer. Je vais me lancer. Alors, en fait, à titre de boutade, la seule branche de la sécurité sociale qui est équilibrée, qui a été votée en équilibre par les parlementaires à l'automne 2020, donc dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, c'est la branche autonomie. Parce qu'en fait,
Aujourd'hui, concrètement, il y a des dépenses qui ont été identifiées comme faisant partie du champ de la branche autonomie. Et ce sont, pour beaucoup, des dépenses en fait, qui étaient prises en charge par l'assurance maladie. Et le législateur a affecté une fraction de CSG qui était auparavant affectée à la branche maladie, l'a affectée à la branche autonomie. Donc on a une construction qui est en équilibre exempté. Alors évidemment, en réalisation, ça ne sera peut-être pas le cas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est finalement la seule branche de la sécurité sociale qui est en équilibre. Alors pour aller au-delà, je pense que par rapport au financement, il peut y avoir la recherche de la potion magique. Donc la recherche de la potion magique, c'est effectivement, chacun y va en disant, mais au fond, si on rétablissait la vignette sur les automobiles pour financer la dépendance des personnes âgées, si on supprimait une nouvelle journée de congé pour financer les personnes âgées, si on faisait ci, si on faisait ça, etc. Bon, voilà, je pense que moi, très sincèrement, on est aujourd'hui dans un dispositif, dans un système qui est évidemment extrêmement contraint, parce qu'on a, comme je l'ai dit finalement d'une certaine manière en introduction, on a déjà le sujet du financement de la branche maladie et puis le financement des retraites qui est devant nous. Donc c'est sûr que cette question du trésor, de la potion magique, effectivement, à trouver pour financer la branche autonomie, je crains que malheureusement, il y a eu un rapport qui a été confié à Laurent Vachet, qui est un ancien directeur de la Caisse nationale de sécurité pour l'autonomie. Le rapport Vachet, il a fait toute une liste de choses qui ressemblaient un peu au musée des horreurs. Mais professeur Berruet, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on a déshabillé Jacques pour habiller Paul au niveau des financements? C'est une question qui est très compliquée, parce que le monde du grand âge, on va le appeler comme ça, et le monde du handicap, ce sont deux mondes qui se regardent en chien de faïence depuis des années. C'est très compliqué, c'est deux cultures différentes, c'est pas la même histoire. Donc il ne fallait pas les mettre ensemble alors? Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas en parler comme ça, en quelques mots. C'est très compliqué. La charge, si vous voulez, émotionnelle, la charge en termes de vie familiale, en termes de parcours de vie d'une personne en situation de handicap tôt dans la vie, n'a pas grand-chose à voir avec une personne très très âgée. On rentre aujourd'hui en maison de retraite à 87 ans et quelques mois, pour y vivre 22 mois avec des troubles cognitifs. Donc, c'est vrai qu'il faut parler de ces choses-là avec beaucoup de précaution. Ce que l'on pourrait peut-être émettre comme vœu pieux, c'est que la répartition des fonds globaux de cette branche entre, d'une part, les personnes âgées, d'autre part, le monde du handicap, puisse trouver une régulation et qu'il n'y ait pas une fuite de l'un ou de l'autre qui soit mal contrôlée. Parce que dans les deux cas, ça serait terrible. Et la tentation du nombre d'un côté et de la charge émotionnelle de l'autre font que les deux tentations existent. Et on l'a vu au cours de l'histoire de la CNSA. C'est la seule chose qui, à mon avis, est importante. Est-ce que le législateur peut trouver une régulation pour éviter la tentation de vase communicant? Marc Bourquin, qu'est-ce que vous en pensez? Et comment vous voyez ces enjeux de financement? Alors, d'abord, je vais dire du bien de l'Institut Chiffres et Citoyenneté. Parce que la France est un pays où il y a un lieu commun qui est les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. C'est pas vrai. On leur fait dire ce qu'on veut quand on veut travestir la réalité. Donc je pense que c'est vraiment fondamental de mettre les chiffres, les proportions. Les proportions, c'est pas le chiffre à la virgule, c'est les proportions sur la table du débat public. Et moi, ce que je voudrais porter comme conviction, c'est que je crois, alors on peut le dire de manière très simple, la peur évite pas le danger. C'est-à-dire que le fait que les pouvoirs publics pensent qu'ils ont le choix entre mettre des milliards sur le grand âge et aussi, même si c'est moins, et on pourrait expliquer pourquoi sur le handicap, et ne pas le faire, c'est une fausse fenêtre. Et en particulier sur le grand âge. Pourquoi ? Parce que ces dépenses, elles ont à droit constant un caractère quasi inexorable. Je voudrais prendre des exemples très simples.
Si vous ne mettez pas de moyens pour mieux, on dit médicaliser les EHPAD et aussi les services à domicile. Le terme médicaliser n'est pas bon. C'est-à-dire pour donner les moyens humains et la diversité des ressources humaines et technologiques pour accompagner les personnes. Si vous ne le faites pas, les personnes vont à l'hôpital. Si vous ne mettez pas ces moyens humains pour que Madame Durand, qui a une certaine perte d'autonomie, puisse continuer à vivre chez elle, eh ben son état va se dégrader plus vite. On va multiplier les interventions assez anarchiques en soins de ville et les abattements socio-fiscaux aussi pour quand même malgré tout essayer d'avoir une aide ménagère, d'avoir un minimum d'accompagnement. Donc ces dépenses vont augmenter au fur et à mesure, et elles vont augmenter de plus en plus vite, au fur et à mesure qu'on va rentrer dans l'arrivée au grand âge et à une certaine perte d'autonomie des personnes qui sont nées après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, donc en fait, on a deux choix. Soit on fait le choix d'une stratégie du laisser-faire, et on aura, pour les pouvoirs publics, alors accessoirement pas le gain politique d'une grande loi, on n'aura pas le gain économique qu'on attend de dire bon ben on fait rien, on va faire des économies, et puis surtout on n'aura pas le gain en termes de santé publique, de pouvoir en organisant les prestations réduire la mortalité évitable, réduire la perte d'autonomie. Et juste un chiffre, pas de plus long, oui. Mais vous savez, les établissements qui ont été appuyés par les hôpitaux, qui ont un minimum de médicalisation, là je parle des EHPAD, pendant la crise Covid, ils ont eu beaucoup moins de décès que les autres. Et ça se compte en milliers. Madame Frontini. Alors, je voulais rajouter quelque chose sur l'intergénération. L'intergénération, on le dit, on l'a redit, on l'a vu pendant la crise sanitaire, ça a vraiment bien marché. Il n'y a pas de fracture de génération, c'est-à-dire que les plus jeunes ont aidé à monter les courses jusqu'au 5e étage par l'escalier, etc. Voilà. Par contre, je pense qu'il ne faut pas trop tirer sur la corde. Et moi, j'ai le souvenir d'une étude du Cercle des économistes qui montrait que le patrimoine étant vers les personnes âgées, cette étude montrait que tout allait bien parce que les grands-parents aidaient les petits-enfants. Oui, mais moi, à 20 ans, 25 ans, j'avais envie de décider par moi-même, en autonomie, de ce que je ferais de mes premiers salaires. Et je trouve que donc cette situation de redistribution des plus âgés vers les plus jeunes, heureusement qu'elle se fait. Mais est-ce que c'est ça ce qu'on veut comme société ? Donc, si le législateur, dans le financement de la 5e branche, pouvait trouver un moyen de ne pas s'appesantir encore, enfin faire peser le poids de la bonne fin de vie, puisque c'est bien ça dont on parle, la bonne fin de vie, encore sur les plus jeunes, encore ceux qui ont du mal à trouver du travail, moi j'en serais satisfaite. Par ailleurs, je vois bien, même si l'intergénérationnel marche, je l'ai vu dans ma ville, le fait que dans ma ville, 45 000 habitants habitent en cité, 45 000 habitent en pavillon, et que dans les revenus de la ville, c'est quand même les pavillons qui remplissent les caisses de la ville, et de temps en temps, ça grince. De temps en temps, ça grince quand les équipements sportifs sont plutôt dans les cités que dans les pavillons. Donc, je pense qu'on n'est pas encore en rupture sociétale, mais il faut réaffirmer ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est que oui, les personnes âgées vieillissent dans les meilleures conditions possibles, mais si on peut éviter que ça pèse sur les jeunes générations qui travaillent, si on trouve le moyen, ce serait vraiment satisfaisant pour une société apaisée. Voilà. Et aussi sur les départements, parce qu'on va parler aussi en matière de financement des départements. Mais d'abord, on va écouter ce que pense Monsieur Masson, qui est un chercheur au CNRS et qui va nous donner son point de vue. La réussite de la 5e branche, là, on a besoin d'un financement pérenne, organisé à l'avance, pas d'expédients, comme les journées de solidarité ou une taxe proportionnelle sur les successions, etc. Et en même temps, qui ne pèse pas trop sur le coût du travail et l'attractivité économique de notre pays. Alors, le mode de financement idéal dépend du contexte économique et social. Si on était dans une société équilibrée d'épargnants du cycle de vie où le poids des retraites et les inégalités de patrimoine étaient limitées, le financement devrait se faire sur la base la plus large possible, c'est ce que dit la théorie, donc sur tous les revenus, des plus jeunes aux plus âgés. Mais notre contexte est très différent pour au moins 3 raisons qui impliquent les rapports entre générations et les relations entre retraite et dépendance. Le niveau de vie moyen des retraités
le premier, est supérieur à celui du reste de la population et le poids des retraites est élevé. Deuxième raison, en termes de patrimoine, on a la règle des 3,60 si le patrimoine est correctement réévalué. Les seniors, 60 ans et plus, possèdent 60% du patrimoine non financier, d'abord immobilier, mais aussi 60% du patrimoine financier. En outre, cette épargne financière des seniors est inerte, quasi-liquidité, fonds en euros, et elle n'a fait qu'augmenter pendant le Covid et sert peu pour les investissements productifs de l'économie. En plus, il y a de fortes inégalités de patrimoine au sein des seniors qui sont en train de se creuser. La troisième raison, peut-être la plus importante, c'est qu'on leur demande beaucoup. Ils devront travailler plus longtemps, en dépit d'un marché de l'emploi senior dégradé, pour payer les retraites aujourd'hui. En particulier celles des baby-boomers. Bon, les baby-boomers, c'est ceux qui ont eu 20 ans avant la fin des années 70, dont l'espérance de vie est élevée et la durée de retraite elle-même élevée, car ils sont partis tôt à la retraite. Alors, si l'on veut garder une retraite généreuse dans notre pays, ce qui, à mon avis, est un acquis primordial, il faut donc le principe du financement repose sur un effort partagé entre les générations, comme je le décris plus en détail dans mon livre « Nos sociétés du vieillissement entre guerre et paix ». On peut reprendre ici la phrase d'André Renaudin, directeur général d'AG2R La Mondiale, que j'applique seulement au financement de l'assurance publique obligatoire. La mutualité des retraités a globalement les moyens de financement du coût de la perte d'autonomie. Donc, en gros, l'idée, c'est que actif, je cotise pour ma retraite, retraité, je me prépare au risque de dépendance. Sur le mode de la répartition, et c'est d'autant plus qu'on peut diviser la période de retraite en deux périodes, la période du senior robuste avant 75 ans à peu près, et la période du senior fragilisé ou en perte d'autonomie. Donc, en gros, l'idée, c'est que le troisième âge finance le quatrième âge. Donc, les cotisations dépendance vont être plus élevées que celles qu'on aurait si la mutualisation était plus large sur l'ensemble des actifs et des retraités. Mais je propose aussi des cotisations sur le stock de patrimoine. Alors, ça n'est pas un ISF dépendance, mais ça n'a pas non plus des défauts de l'ISF dépendance, que relevait en particulier Emmanuel Macron, dans le fait que l'ISF frappait des patrimoines jeunes et dynamiques en phase de constitution. Alors, cette réforme serait bonne pour le coût du travail, qui ne serait pas impacté. Elle donnerait la confiance aux seniors qui, par leur cotisation, savent que leur dépendance sera assurée et pourrait conduire à moins d'épargne de précaution de leur part. Ce serait aussi une incitation à la donation pour les seniors aisés pour éviter la cotisation sur le patrimoine et ça permettrait aux baby-boomers de participer pleinement au financement de leur dépendance. Alors, énormément de choses dans les propos de M. Masson, on ne va pas pouvoir tous les reprendre évidemment. M. Mayer, comment on mobilise l'épargne pour financer la branche autonomie? Parce que manifestement, il va falloir chercher de nouvelles ressources, notamment en vue de ce mur démographique de 2027 et années suivantes. Alors, comment on procède? Alors, je pense que la première question, pardon, mais je pense que c'est d'abord, mais qu'est-ce qu'on veut financer exactement? C'est quoi les dépenses de dépendance? En fait, on a des dépenses, quand on regarde l'ensemble des dépenses de dépendance, on a des dépenses de soins, on a des dépenses d'accompagnement et on a des dépenses d'hébergement. Et selon les trois catégories, aujourd'hui, il y a une très grande hétérogénéité des sources de financement. C'est-à-dire que les dépenses de soins, aujourd'hui, c'est à 99,9% l'assurance maladie. Demain, d'une certaine manière, c'est ce qu'a dit le législateur en créant la cinquième branche, le cinquième risque de sécurité sociale, c'est que l'assurance maladie prendra en charge vos dépenses de soins, quel que soit votre niveau de revenu, quel que soit votre niveau de patrimoine. Ça, c'est un point très important. Et donc ça, mécaniquement, ça vient augmenter les dépenses parce qu'il faut recruter des personnels, à la fois pour les soins à domicile, pour les services à domicile et pour les établissements. Et puis, il faut davantage les rémunérer. Ça représente déjà 9 à 10 milliards d'euros en 2030. Mais c'est uniquement des dépenses de soins. Je crois que c'est important de le dire. Après, vous avez les dépenses d'accompagnement, où là, grosso modo, avec l'APA à domicile, on peut considérer qu'on est arrivé à un dispositif qui est à ce stade, je dis bien à ce stade, parce que l'état des gens à domicile va probablement se dégrader, à ce stade satisfaisant, puisque finalement, on a une prise en charge
qui varie selon les revenus, le patrimoine. Il y a une prise en compte des revenus qui se fait sur l'APA à domicile. Et puis, il y a les dépenses d'hébergement. Et là, sur les dépenses d'hébergement, c'est là où aujourd'hui, finalement, le sujet, à mon avis, pour nos concitoyens se pose de la manière la plus concrète, c'est qui paiera ma maison de retraite ? Et qui paiera ma maison de retraite ? Aujourd'hui, en France, vous avez 20% de personnes qui sont à l'aide sociale à l'hébergement, c'est-à-dire qu'elles sont suffisamment pauvres, pardon de cette expression, mais elles sont dans un état qui permet leur prise en charge des frais d'hébergement. Vous avez des personnes qui ont largement les moyens de manière naturelle, soit parce qu'elles ont des revenus importants et ou elles ont un capital, un patrimoine qui est suffisamment important pour pouvoir en utiliser une partie pour financer le coût de leur dépendance. Donc des personnes riches, je ne me prononce pas sur le seuil de richesse. Et donc entre ces deux catégories, il y a au fond toute la classe moyenne. Et la classe moyenne, je crois qu'il faut avoir le courage de reconnaître qu'on ne pourra pas prendre en charge demain les dépenses d'hébergement de la classe moyenne. Voilà, c'est ça. Donc cette classe moyenne va devoir s'autofinancer. Donc cette classe moyenne, soit enfin, je pense que les solutions, elles s'additionnent. Soit, effectivement, elle utilise une partie de son patrimoine avec, et ça peut poser des questions, parce que parfois, c'est l'effort de patrimoine, l'effort patrimonial de toute une vie, ça a consisté à acheter un appartement, acheter une maison de famille, etc. Et ça peut être extrêmement douloureux. Et ça se pose, attention, l'utilisation du patrimoine, théoriquement, pour les économistes, c'est toujours facile d'utiliser son patrimoine. Mais très concrètement, ça se passe, et vous le savez bien, vous qui avez été élu local, ça se passe à des moments qui sont des moments extrêmement difficiles, extrêmement douloureux, qui nécessitent un accord de la famille. Donc soit utilisation du patrimoine, soit dispositifs d'assurance, qui peuvent être des dispositifs d'assurance obligatoires, volontaires. Alors après, chacun a ses solutions, chacun préconise ses souhaits. Si je peux me permettre, justement, est-ce qu'il faut justement faire appel clairement à la responsabilisation de chacun et est-ce que les personnes souscrivent des assurances et pour pouvoir justement financer leurs enjeux d'autonomie et pour la collectivité aussi, bien entendu. Alors, d'abord, moi, je souscris vraiment tout à fait à la tripartition des besoins et des objectifs que Pierre Mayer propose. Alors, il y a cette question sur le soin, et c'est pour ça que je disais c'est important, chiffres et citoyenneté, les proportions, 10 milliards, c'est ça. Voilà, moi je pense qu'il va falloir les financer, ces soins. Et donc là, moi la réponse elle est très claire, pour la FHF on l'a posée, je la porte. Nous pensons qu'il faudra un tout petit peu d'augmentation d'une cotisation sociale, une CSG affectée, qu'on va appeler CSG autonomie, CSG affectée. On l'évalue à peu près un peu moins de 0,1 point de CSG par an. On considère que c'est ce que les yeux dans les yeux, les pouvoirs publics doivent dire aux Français. Voilà. Il va falloir, pendant une certaine période en tout cas, augmenter. Voilà. Moi, je veux bien qu'on dise qu'il ne faut pas le faire, mais à ce moment-là, je ne sais pas comment on fait face. Quand même, n'oubliez pas, on vient d'augmenter, et à juste titre, massivement les rémunérations. Et les rémunérations vont continuer à augmenter. Le nombre des personnes, je veux dire, personne ne peut dire que dans les EHPAD, il y a assez de personnel. Personne ne peut dire sérieusement ça. Donc il va falloir payer mieux des gens plus nombreux. Bon. Après, il y a la question. Donc voilà, la réponse, c'est, à mon avis, il faut une ressource affectée. Et encore une fois, il y a tout le financement des services à la personne à domicile. Voilà, alors justement, j'y viens. Toute cette économie de l'autonomie. Justement, ça c'est la deuxième dans la tripartition. Et qui peut compliquer le propos, excusez-moi, est beaucoup financé par les départements. C'est plus compliqué que ça, oui, attention, parce que la CNSA finance une partie. Mais justement, j'y viens là-dessus. Là aussi, c'est vrai que l'APA fonctionne, la PCH c'est un sujet aussi, mais l'augmentation des rémunérations des professionnels fait que la pression va augmenter là aussi sur l'APA. Et donc nous, la position qu'on porte, c'est que d'une manière ou d'une autre, il faudra utiliser
Le patrimoine. Le patrimoine des Français a doublé en 15 ans, les revenus stagnent quasiment. Donc après, il y a plusieurs solutions pour mobiliser le patrimoine. Qui socialement sont différentes. Est-ce que c'est des gages patrimoniaux? Est-ce qu'il faut aller vers un pour millième sur l'ensemble ou un pourcentage sur l'ensemble du patrimoine? Est-ce qu'il faut aller sur un pourcentage comme le proposent certains syndicats sur les successions? Est-ce que c'est aux actifs de Non, mais financer un risque qui va survenir 25 ans après la fin de l'activité professionnelle? C'est sûr qu'on peut toujours dire qu'il ne faut rien demander à personne. Mais à ce moment-là, il faut admettre que les services ne se développeront pas parce qu'on n'aura pas les ressources. Et la dernière chose... Il y a d'autres modes de financement plus... D'autres modes, mais il faut dire lesquels. Et la dernière solution, mais si vous me laissez aller jusqu'au bout, et après j'ai fini, moi je pense qu'effectivement, sur la partie hébergement et en partie, évidemment, il va falloir favoriser l'assurance. Il va falloir préfinancier cette question de l'hébergement, parce que concrètement, on peut tourner les choses comme on veut. Le tarif hébergement des établissements, sauf à le socialiser, mais à ce moment-là, ça coûte des dizaines, ça coûte 10 milliards, eh bien, il est plus élevé que les retraites, il est plus élevé que les revenus, et donc il faut le préfinancer par une assurance, et il faut aider à cette assurance la petite classe moyenne qui ne peut pas s'assurer elle-même. Professeur Béru, puis Madame Frontigny. Non, Madame, avant, bien sûr. C'est sûr que quand on est dans un débat comme ça, on a un monde simple. C'est-à-dire que quand on est vieux, c'est qu'on est en EHPAD. Quand on est très riche, on n'est pas intéressant parce que le problème est réglé. Quand on est très pauvre, c'est déjà réglé. Et je rejoins complètement votre description qui est tout à fait... C'est pas une critique. Non, mais c'est pas une critique de ça. Mais je pense que la solution est dans des interstices. Je voudrais rappeler qu'il n'y a que 17% des personnes de plus de 80 ans qui sont dépendantes. Donc de dire que le vieillissement, c'est la dépendance, c'est oublier simplement 83% de la population. Deuxièmement, il y a 50% des gens qui sont dépendants qui sont en EHPAD. Donc il faut diviser 17 par 2. Et donc si on ne parle que des EHPAD, on parle que de 8% de la population des plus de 80 ans. Exactement. Donc on a quand même une difficulté. C'est normal qu'il y ait un prisme à travers la fédération, qu'on aime bien d'ailleurs. Mais la question se pose de manière quand même très différente quand on sort de ce cercle-là. Et c'est là que la question des collectivités, des projets d'un territoire sont vraiment centraux. Le deuxième point que j'aime bien rappeler, parce qu'on l'oublie vite, c'est qu'il y a des personnes âgées pauvres. Il y a des personnes âgées qui ne sont pas considérées comme pauvres par l'État et qui le sont. Et qui sont à 80% des femmes. Et pour des quantités de raisons, sur l'emploi, les revenus, les pensions de reversion qui ne sont pas au rendez-vous, etc., il y a toute une partie des personnes âgées qui sont des personnes âgées qui vivotent avec une toute petite retraite. Et le financement du troisième âge par lui-même, ça avait été commencé par Jean-Marc Ayrault avec la CASA, qui était à 0,3% de CSG la première année pour être à 0,6%. Et ils ont été obligés d'arrêter parce qu'ils commençaient à faire le financement dès les petites retraites. Et donc, des gens qui avaient une toute petite retraite se retrouvaient taxés de 50, 100 euros, ce qui était considérable pour eux. Ça a fait un tel scandale qu'on a arrêté la CASA. Mais c'était l'idée de la CASA. Simplement, il faut arrêter de penser que les personnes âgées sont toutes avec un gros patrimoine, etc. Bien sûr qu'elles ont plus de patrimoine que les personnes jeunes, parce qu'elles ont passé leur vie à l'acquérir. Ça, c'est un peu de la palisse. Mais ce n'est pas pour ça que ça en fait des gens riches. Et il y a une paupérisation aussi des personnes âgées qui est très importante. Qui va s'accélérer parce que les enfants de 45... Les chiffres. Oui, mais... Non, mais pour l'instant, c'est pas... Pour le moment, non. Non, mais dans 15 ans, oui. Ah oui. C'est pour ça que si on met un système en place qui est fondé que sur la richesse comme ça, on ne va pas être... Parce que dans 15 ans, on est simplement en progression du système. Et donc, il est vraiment très important, quel que soit le mode de financement que l'on recherche, c'est qu'il y ait un grand sens de justice sociale et qu'on arrête de résumer les personnes après 60 ans aux gens qui n'ont pas de problème d'argent et qui sont heureux par rapport aux autres. C'est vrai qu'on a une vieillesse qui est plus favorable qu'avant. Mais ce point-là a été l'échec de la CASA et sera l'échec des autres lois si on ne prend pas en compte
ces inégalités, en particulier des femmes. Alors, est-ce que dans l'absolu, mais pas uniquement, les problèmes de financement ne se règlent pas aussi par une approche beaucoup plus dans la prévention, alors qui n'est peut-être pas le point le plus fort dans notre pays. On le voit notamment sur la gestion de la crise Covid. Et j'en profite pour dire que Opinion Internationale est à la tête d'une campagne Ensemble Prévention Covid avec de nombreuses organisations de professionnels de santé, mais aussi des entreprises d'une APL et d'autres. Madame Fantini, vous êtes une spécialiste de la Silver Economy. Alors, je vais vous faire réagir à ce que l'on va voir maintenant. Ça va durer 4-5 minutes, mais c'est vraiment très intéressant. Ce que dit Jérôme Pignès, qui est le président d'Onmedio et des trophées de la Silver Economy, et qui insiste justement sur le rôle du numérique et de la technologie pour faire plus de prévention et donc, au final, des économies dans le financement des enjeux d'autonomie. Vidéo. Est-ce qu'on peut faire finalement moins cher grâce à l'innovation ? Ça, c'est une vraie question. Encore une fois, on a plutôt tendance à répondre oui tout de suite, hein, et ce à de nombreux égards. L'automatisation des tâches, des dispositifs de maintien d'autonomie, et donc des dispositifs et des outils également de prévention d'autonomie. La maison intelligente qui demain permettra de bien vieillir plus aisément à domicile, mais également dans des logiques de meilleure intervention, logique de gestion des intervenants à domicile. Là, c'est également toute une liste qu'on pourrait faire. Les produits et services, clairement, sont là, sont identifiés, existent aujourd'hui, et ils peuvent aider à cette logique de financement du cinquième risque. Mais, il y a un mais, je pense que l'enjeu est ailleurs. Ces innovations, tant servicielles que produits, que technologiques, existent déjà. L'enjeu, c'est vraiment le déploiement de ces solutions. Et ça, il y a une certaine logique d'urgence à laquelle il faut s'atteler. Le déploiement, c'est la mise sur le marché de ces solutions rapidement. Et donc, finalement, l'amorçage d'économies d'échelle qui vont être possibles grâce au fait que ces solutions, ces produits, ces services seront plus massivement distribués. L'autre enjeu, le deuxième enjeu, c'est la démonstration de valeur. Comme pour les aides, par exemple, à l'amélioration de la performance énergétique de l'habitat, il va falloir démontrer, il va falloir comprendre que 1 euro investi dans un dispositif de maintien à domicile, dans un dispositif de prévention d'autonomie, c'est quelque part X fois ce 1 euro d'épargné pour l'ensemble de la population. Par exemple, un dispositif de prévention qui va permettre d'éviter une chute, c'est une hospitalisation en moins et qui va pouvoir, par exemple, être évitée. Donc, cette logique de la logique individuelle vers la logique du collectif doit être vraiment au cœur des débats dans cette logique de savoir si une innovation technologique peut-elle ou pas favoriser la moindre dépense en matière de cinquième risque. L'enjeu principal, ça reste quand même de faire la démonstration de l'existant et de faire connaître l'existant. C'est un peu notre rôle d'ailleurs au quotidien sur silvereco.fr, le portail de la Silver Economy, ou encore à travers l'événement qu'on organise chaque année, le festival Silver Eco. Madame Fantini. Alors ici, il y a deux sujets qui ont été abordés. Il y a la prévention et puis il y a l'efficacité des services, et qui revient aussi à définir de quels services on parle. Donc dans la prévention, moi je réinsiste encore sur la responsabilité personnelle. Je vais vous donner un tout petit exemple. J'ai une de mes amies qui... Le fait que la CNSA gère la 5e branche... ça, c'est le département qui nous trouble là. Donc, un exemple tout simple. Certaines personnes âgées, dont l'ami auquel je pense que, compte tenu de leur grand âge, c'est aux jeunes générations d'aller les voir. Moi, je dis non. Il faut, chère petite Gisèle, cultive tes amis, et surtout les plus jeunes. Donc, parce que la qualité de la relation, du lien social, c'est un travail de tous les jours. Cultiver
son potentiel de santé, c'est un travail de tous les jours. Donc déjà, la prévention, c'est aussi un travail de tous les jours qui devrait être appuyé par l'éducation, par le rappel, mais c'est quand même de la responsabilité individuelle. Épargner aussi, c'est de la responsabilité individuelle. Par contre, il y a quand même deux bémols, c'est que quand on est au RSA au minimum salariaux, donc au SMIC, c'est quand même compliqué d'épargner. Et puis quand on a épargné dans un patrimoine immobilier en se disant c'est quand même le meilleur placement qu'on vit dans la maison, bah, c'est compliqué avec une petite retraite de tenir correctement sa maison, les fuites, etc. Ça, c'est la vraie vie. Hein. Donc, OK, épargner. La prévention, donc comme je dis, c'est une responsabilité personnelle, mais elle doit vraiment être encouragée. Ensuite, l'efficacité des services. L'efficacité des services, M. Pignez a parlé du numérique, mais moi, je trouve complètement anormal que ce soit les aidants familiaux qui doivent coordonner ceux qui payent par soit leur cotisation sociale, soit par leurs impôts. Moi, je trouve ça inacceptable. C'est-à-dire que, même par exemple, on parlait d'aide pour améliorer son intérieur, aide pour des volets roulants, aide pour... Mais rien que chercher l'aide. De toute façon, on n'y a pas droit. Hein. Dès qu'on a un tout petit peu plus que le minimum social, on n'y a pas droit. Donc, moi, je ne sais pas où partent toutes ces aides. En tout cas, je pense qu'il y en a une bonne partie de l'accompagnement pour avoir les aides qui mangent les aides et que ça n'arrive pas forcément aux personnes qui en ont besoin. Donc, l'efficacité des services. Le numérique en fait partie, mais pas seulement. Il y a déjà à repenser les services avec un volet responsabilité personnelle. Est-ce que l'un ou l'autre veut compléter? Sinon, je vais vous poser une question de conclusion. Monsieur Bourquin? Non, mais juste un mot. Moi, je pense vraiment qu'il y a une maturité maintenant des dispositifs technologiques. Il y a vraiment une poussée des gérontotechnologies qui peuvent apporter énormément, tant pour prévenir la chute, la perte d'autonomie, les syndromes de glissement, comme on le dit parfois. Moi, je pense vraiment que ça peut aider. Après, je crois qu'il faut vraiment les voir comme un vecteur de qualité, d'amélioration de la qualité. Et vous avez raison sur la coordination aussi. Très probablement que les outils numériques peuvent aider à coordonner la personne qui vient pour le repas, la personne qui vient pour faire la toilette, la personne qui vient pour aider au ménage, etc. Et ça, parce que c'est un des graves problèmes aujourd'hui des services à domicile, c'est la question de la coordination. En revanche, il ne faut pas en attendre une baisse des coûts. Parce que voilà, le numérique, ça fait qu'on réserve un billet de train, ça coûte plus rien, alors qu'avant il y avait un guichetier. On n'est pas du tout là-dedans. Le numérique et les nouvelles technologies vont pas du tout réduire les besoins humains. Ils vont permettre de valoriser le travail humain, et c'est très bien comme ça. Mais il ne faut pas en attendre une réduction des coûts. Et voilà, il faudra bien trouver une manière de mobiliser les ressources pour accompagner les personnes, en espérant, et monsieur le professeur, vous avez raison, que le plus longtemps possible, les personnes peuvent prolonger leur autonomie, alors que ça soit avec la prévention, avec des outils numériques, mais on aura quand même le sujet du financement qui est devant nous, effectivement. Oui, professeur Biarru. Je suis tout à fait d'accord, il n'y aura pas de diminution des coûts. On a rédigé un rapport sur éthique et technologie auprès des personnes âgées avec Fabrice Xil pour le Conseil national Silver Eco. Et dans ce cadre-là, on s'est rendu compte que les entreprises n'avaient pas de cahier des charges de développement pour la qualité du service rendu des produits. Et quand on entend cette personne dire qu'il faut mettre sur le marché le plus vite possible, je dis non. Ce qui est important, c'est qu'on fasse un cahier des charges qui tienne la route pour que ces technologies augmentent en qualité. C'est ça l'urgence. Ça fait... Nadia Fontidi le sait, ça fait, je sais pas, 10 ans qu'on sollicite le fait qu'il ne s'agit pas de faire des normes ou des labels, mais qu'il y ait au moins un cahier des charges de développement. On n'accepterait pas un produit qui ne soit pas marqué CE, et ben il ne faut pas accepter un produit qui ne serait pas marqué longévité acceptable ou je ne sais pas quoi. Et dans ce cas-là, on peut avoir un service rendu qui, et je vous rejoins complètement, qui valorise le travail des professionnels. Alors ce qui est intéressant, on va devoir conclure, mais c'est de voir que les enjeux de gouvernance et aussi bien entendu de financement se posent
et au niveau national et global, et j'ai envie de dire universel, mais aussi autour de chaque personne en perte d'autonomie, et on voit combien c'est extrêmement complexe. Alors, une question, on va revenir peut-être au propos de Madame Monchamp, on va terminer avec le début. On nous annonçait une loi grand âge, elle n'est pas encore finalement dans les tuyaux parlementaires. Est-ce que vous pensez qu'elle va aboutir? Et je reviens à ma question initiale, est-ce que vous pensez que cette 5e branche sera d'ici la fin du quinquennat peut-être la grande réforme ou l'autre grande réforme de ce quinquennat? Qui veut commencer? Je me lance. Écoutez, pour le regretter, je crois que le Premier ministre a dit cette semaine que ça serait inscrit au calendrier parlementaire. Honnêtement, au point où on est avancé chronologiquement et vu le calendrier législatif, moi je pense qu'il n'y aura pas une grande réforme, il y aura sans doute des choses. Et quelque part, finalement, puisque les choses ont tourné comme ça, Covid, peut-être à cause du Covid, peut-être sur des hésitations sur la gouvernance, peut-être que finalement on va prendre le temps de débattre pour qu'il y ait à un moment donné, peut-être après les échéances présidentielles de 2022, un vrai débat de société pour un plan longévité. Alors, est-ce que c'est une loi? Est-ce que la loi, elle ne résumera pas tout? Mais qu'on se dise tous, on est tous des futurs vieux. On l'espère en tout cas. Qu'il y ait un débat national sur ce sujet et qu'on trouve les voies et moyens d'une société de la longévité apaisée, on va dire. Madame Fantini. Alors moi, j'approuve On a quand même un virage sociétal. Je repense 1945, donc c'est là où on a vu émerger quand même je me trompe pas, les maisons de retraite. Et puisqu'on vous parliez au tout début de cette table ronde de la Journée des femmes, c'était quand même un progrès social énorme, les maisons de retraite, puisque ça permettait aux femmes de rester dans le monde du travail. Là, je pense qu'on est quand même à un changement de société aussi important. Et là, cette fois-ci, on parle du domicile et on parle du bien vieillir. Et quand je vois toutes ces personnes âgées qui meurent à l'hôpital comme d'une série, d'une juxtaposition de maladies, c'est son cœur qui a flanché, c'est ses reins qui ont flanché, alors qu'en fait, il s'agit juste de la vieillesse, je pense que le débat, on en a presque plus que d'une loi. Enfin non, j'exagère parce que là, il y a des éléments techniques dont on a besoin certainement dans cette loi, enfin avec certitude dans cette loi, mais c'est quand même d'un débat de société dont on a réellement besoin en ce moment sur comment on veut vivre cette société qui change radicalement parce que le nombre de personnes de plus de 65 ans maintenant est largement supérieur au nombre de personnes de moins de 20 ans. En n'oubliant pas que déjà dans quelques semaines, si la situation sanitaire nous le permet, il va y avoir des élections régionales et départementales et que effectivement les enjeux de l'autonomie se posent aussi pour les élus locaux et espérons qu'ils en débattront dans la campagne électorale. Professeur? Alors, je suis tout à fait d'accord avec Marc Bourquin une nouvelle fois. Je crois qu'on n'est pas mûr pour faire cette loi. Et qu'après la loi organique, il faudra sûrement une loi d'orientation, en fait, mais que peut-être pas maintenant. Une jeune députée En Marche qui s'appelle Audrey Dufeu-Schubert a présenté la semaine dernière une loi contre les discriminations liées à l'âge. Texte très intéressant qui fait suite au rapport qu'elle a remis en décembre 2019. On peut peut-être commencer par préparer le terrain par ce type de loi qui sont, à mon avis, assez intéressantes parce que structurantes. Mais on a vu à la sortie du rapport de Dominique Libault, enfin moi ça a été ma conclusion, c'est qu'on n'était pas mûr en fait. La question de gouvernance entre départements et RS aujourd'hui, on n'est pas mûr pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. La balance établissement-ville, on n'est pas mûr pour dire ce qu'il faut faire. La loi NOTRe, qui est quand même fondamentale dans la question, n'a pas été encore digérée. Par exemple, les prérogatives vieillesse des métropoles, avec les départements, etc. C'est des choses qu'on n'a pas encore véritablement maturées. Et donc, je pense qu'il n'y a pas urgence à le faire dans la précipitation de deux élections importantes, les élections régionales puis présidentielles. Donc, M. Mayer, vous êtes d'accord, ça va prendre plus de temps. Et comme le disait Mme Monchamp, le travail
de la sécurité sociale est toujours sur le long cours. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire hors la loi, si j'ose dire. C'est-à-dire notamment tout le travail qui est fait sur l'attractivité des métiers, qui est essentiel, qui permet de montrer au passage d'ailleurs qu'on est sur un gisement d'emploi qui est très important. Pour des jeunes qui ne sont pas forcément extrêmement formés et qualifiés au départ. Donc c'est un bel enjeu. Ça permet de montrer, c'est un des exemples, une des illustrations qui montrent que ce n'est pas un sujet par les vieux pour les vieux. Je crois que c'est très important de le dire. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est intergénérationnel, mais qui concerne toute la société. Et qu'au fond, tout ce qui sera fait pour les personnes âgées dans ce pays, d'une certaine manière, ça sera aussi les jeunes générations qui en bénéficieront. Je pense que c'est important de le dire. Le professeur a eu raison de parler de la question de la prévention. Et la prévention, ça ne commence pas à 60 ans, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, ça ne commence pas à 62 ans ou ça ne commence pas à 65 ans, ça commence bien avant. Donc là, il faut intéresser tout le champ des entreprises, le champ des administrations, la question effectivement de la santé au travail, du lien avec les aidants. Parce qu'on voit bien que là aussi, ça concerne toute la société. Et puis, la prévention, bien sûr, ça a un impact immédiat. S'il y a bien un sujet de prévention qui peut avoir un impact immédiat de réduction des dépenses publiques à moyen et long terme, c'est bien le sujet des personnes âgées. Donc ça mérite d'être dit, parce qu'effectivement, on a pris le prisme, forcément, des personnes qui se retrouvent en EHPAD, et qui ont un reste à charge très important, qui ont un différentiel par rapport à leur pension de retraite qui est très important. Mais une fois de plus, ça ne concerne qu'une très petite minorité des personnes âgées. C'est vrai. On a, si j'ose dire, il y a sur l'ensemble des personnes âgées, il y a une personne sur 5, une personne sur 6 qui va connaître un état de dépendance lourde pendant, on va dire, au moins 3 mois. Donc ça veut dire que le reste, si j'ose dire, aura la chance, avec des guillemets, de ne pas connaître cette situation de dépendance. Donc c'est aussi des éléments à chaque fois à rappeler. C'est pas, le vieillissement, c'est pas une espèce de chemin absolument inexorable où forcément on passe de la situation de la pleine autonomie à un petit peu de fragilité, un petit peu de perte d'autonomie, beaucoup de perte d'autonomie. C'est pas, heureusement, c'est pas forcément des chemins aussi linéaires, heureusement. Et donc ça mérite aussi d'être rappelé parce que je pense que c'est un message d'espoir. Très bien. Madame, messieurs, merci d'avoir participé à ce débat. Nous n'avons évidemment pas fait tout le tour de la question, mais j'espère qu'on a tracé quelques pistes et je vais donner la parole à Olivier Peraldi et le remercier encore une fois, ainsi que l'Institut Chiffres et Citoyenneté. Eh bien, merci Michel Taube et surtout merci à vous tous pour ce débat que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt, on a vu la complexité du sujet que l'on connaissait bien sûr, mais on voit bien qu'une loi ne fait pas tout. 2 lois peut-être un peu plus, mais qu'en réalité, je ne retiendrai pas spécialement l'expression de « on fait beaucoup hors la loi », mais qu'en réalité, on voit bien que c'est une question de temporalité, comme l'a dit la présidente de la CNSA à l'ouverture de cette table ronde. Moi, je vais pas refaire le débat à moi tout seul. Je voulais juste vous dire que, donc, évidemment, votre débat sera visionnable en replay, donc sur le site de Chiffres et Citoyenneté. Bien entendu, cette question de la dépendance, vous l'avez compris, nous avons remis un rapport à Laurent Vachey, ça a été cité tout à l'heure, nous avons remis un rapport à Laurent Vachey, nous avons bien l'intention de poursuivre, nous, l'Institut Chiffres et Citoyenneté, ce sujet-là, avec François Gégère, bien sûr, et toute l'équipe, et tous ceux qui nous rejoignent sur cette problématique. Nous avons bien entendu d'autres problématiques, notamment on va engager un travail là sur démocratie représentative, démocratie participative, et qui donnera peut-être lieu à d'autres débats, certainement, j'imagine. Mais voilà, donc je conclus là-dessus. Merci à tous, merci professeur, merci à vous tous, merci Nadia. Et puis bientôt de nouvelles aventures. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.